De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass en direct. Il est 18h30 et quelques poussières et on va bien sûr parler une nouvelle fois de l'humain, sujet inépuisable. La dernière fois, j'avais invité Mathilde Lartaud qui nous avait parlé, c'était au mois de novembre dernier, de la motivation chez nos jeunes adolescents. Et puis en février, j'avais invité Mélinda Limoges, une experte en neurosciences, et elle nous avait dit qu'au fond, le cerveau, notre cerveau ne veut pas toujours notre bonheur. Et puis ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est particulièrement important pour moi. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je le vois dans les starting blocks, ou plutôt dans les vestiaires. C'est un ancien basketteur professionnel. Il est devenu un expert de la connaissance de l'humain en contexte de pression. Bonsoir et merci beaucoup, cher Nicolas Rimbaud, d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir Franck, je suis ravi d'être là. D'autant que il y a encore quelques heures, tu étais à New York et pour toi, donc, il est midi et demi en fait. Hein. Ça va bien? Ça va, il est midi et demi. C'est pas comme ce matin quand j'ai commencé ma journée à 8h et qu'il était l'équivalent de 2h du mat. Donc là, en plein jet lag, mais en même temps, là, dans la bonne période. Je vais être au top de mon énergie pour cette masterclass. Je me réjouis d'être avec toi. Alors, pourquoi je disais que tu es quelqu'un de particulièrement important? Parce que, en fait, tu m'accompagnes depuis 4 ans et ce sera l'occasion, là, ce soir, de dire ton métier, ce que tu fais précisément auprès des dirigeants et puis aussi auprès des sportifs de haut niveau. On parlera notamment du club de Bourges, les filles de Bourges, hein, tout à l'heure. Voilà, mais je me tourne aussi vers vous, messieurs, dames. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je vous laisse vous installer tranquillement et vous aurez bien sûr tout le loisir de poser tout à l'heure via le chat de cette masterclass, tout le loisir de poser des questions à Nicolas. Pour les personnes, Nicolas, qui ne te connaîtraient pas, est-ce que, s'il te plaît, tu peux te présenter? Alors, pour les nombreuses personnes qui ne me connaissent pas, l'univers qui est le mien, c'est vraiment celui du sport de haut niveau, avec quand même un sport de cœur qui est le basketball. J'étais à New York la semaine dernière, tu le rappelais, j'en ai profité pour voir un match de WNBA, c'est-à-dire la NBA des femmes. J'ai pu assister et participer à la draft NBA puisque j'accompagne Zachary Rizaché qui a été élu premier choix à la draft NBA cette année. Et je l'accompagne justement en relation avec le métier que je fais sur le sujet d'affirmation, de leadership et de posture. Ce qui m'anime, c'est de faire les liens entre ce qui peut se passer dans le sport de haut niveau et ce qui peut se passer dans le monde de l'entreprise dans 2 dimensions. Le mindset d'abord, c'est-à-dire l'état d'esprit, comment est-ce que je me raconte des histoires, comment est-ce que je communique avec moi, et ensuite le leadership, comment est-ce que cette fois-ci je vais pouvoir communiquer avec les autres pour les inspirer et fédérer, et du coup aider les performeurs en contexte de pression à se situer, évoluer dans des environnements individuels et collectifs. Voilà en gros ce que je fais. Et puis, puisque tu parles de pression, de stress, on apprend aussi que dans de telles situations, ce sont jamais les qualités qui s'expriment, mais toujours les défauts. Et là, il faut être particulièrement vigilant. Alors, je salue Mathilde qui nous a rejoints. Je salue aussi Olivier. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, d'où vous, Dominique aussi, Armel, d'où vous nous appelez, d'où vous nous regardez là ce soir? Nicolas, j'ai une couverture de livre à te présenter. Je suis sûr que ça va te parler. Anthony Robbins, Pouvoir illimité. C'est un très vieux livre que j'ai eu l'occasion de lire il y a bien longtemps. J'avais 17, 18 ans. Et là, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue.
et je découvrais, je ne sais pas si à l'époque on appelait ça le développement personnel. Mais toi, tu as eu l'occasion de le voir à Londres, Anthony Robbins, Nico. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est très intéressant que tu ailles chercher tout de suite, tu nous amènes sur ce territoire-là, parce que c'est un livre qu'on peut considérer vieux, puisqu'il est sorti en 1986, effectivement. Mais pour moi, il fait partie de ces livres qui transcendent le temps, qui passent à travers le temps et qui sont éminemment contemporains. C'est pas parce qu'un ouvrage est une référence ancienne que pour autant il n'a plus son utilité. Je pense qu'il va rester très puissant en termes d'enseignement pendant encore longtemps. Effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller me former auprès d'Anthony Robbins à Londres pendant 4 jours d'affilée. Et ça a été quelque chose qui, pour moi, a été complètement transformateur. Tu disais, je ne sais pas si on appelait ça le développement personnel à l'époque. Donc en 86, je ne sais pas si on appelait ça le développement personnel. Mais moi, ça doit être aux alentours des années 2000 que j'ai fait ça. Et ça m'a fait rentrer, en tout cas, dans le monde du développement personnel, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir et de construire une autre vision de moi. Et ce que je trouve fascinant dans ce livre, dont le titre est aussi simple que percutant et efficace, Pouvoir illimité, c'est la possibilité de nous dire qu'on a justement des marges de manœuvre, des territoires d'expression, un champ des possibles qui sont illimités, si tant est, dans le sujet du mindset tel que je l'évoquais tout à l'heure, qu'on se prédispose à aller observer ça. Et Tony Robbins, c'est quelqu'un de fondamentalement charismatique et très Et inspirant. qui incarne une puissance, hein, c'est ce que tu m'avais expliqué aussi un jour, hein, une Ouais. puissance sur scène absolument incroyable. C'est l'un des coachs, l'un des meilleurs coachs du monde. Hein. Ouais, c'est vraiment l'un des meilleurs coachs du monde. Alors évidemment, il n'y a pas de concours officiel des meilleurs coachs du monde. Moi, j'aime à dire que, à mes yeux, à moi en tout cas, c'est le meilleur. Et oui, sur scène, pendant les 4 journées, il pouvait être 14h, 15h, 16h d'affilée sur scène, en s'éloignant de la scène, parfois presque pas, et envoyer une énergie où je me disais, mais je n'ai jamais vu autant d'énergie et d'enthousiasme partagé, d'autant plus dans un temps aussi long, même dans des concerts de musiciens, etc. Et l'énergie qu'il a et la puissance, pour reprendre le mot que tu as utilisé, ce que je trouve très fort chez lui, c'est qu'il émane de lui une puissance très yang, très masculine, très forte et rauque et intense. Et à côté de ça, une douceur très yin, très féminine, très spirituelle, très douce, très connotée à l'amour. Et je trouve que Tony Robbins, c'est une parfaite synthèse de ce que moi, j'essaye d'être un petit peu plus à mon niveau chaque jour, c'est-à-dire à la fois de la puissance et du rayonnement et à la fois de la sagesse et de la douceur. Et en ce sens, il est très, très inspirant, encore une fois. Alors justement, révéler l'incroyable potentiel qui est en chacun de nous, est-ce que ça résume d'une certaine manière ta mission Oui, d'après vie de basketteur pro? ouais, c'est vraiment ma mission maintenant parce que tu disais, est-ce qu'on appelait ça du développement personnel à l'époque? En tout cas, moi, j'ai déposé à l'INPI la notion de dépassement personnel. Et ce qui m'anime effectivement, c'est, pour reprendre ce que tu viens de dire, c'est, par exemple, comment quelqu'un comme Tony Parker, qui jouait au basket sur le petit panier à côté de sa maison, et sa maman l'a filmé avec un caméscope, il avait l'âge de 9 ans, et elle lui dit, Tony, où est-ce que tu joueras quand tu seras grand? Et il répond, moi, quand je serai grand, je jouerai en NBA au San Antonio Spurs. Et comment est-ce qu'il a pu, de ce petit bonhomme, alors qu'à l'époque, aucun joueur français n'évoluait dans ce championnat prestigieux, devenir celui-là? Et comment est-ce que chacun de nous peut révéler le plus et le mieux de sa version à lui, s'autoriser à aller voir grand à son niveau, dans les champs qui sont les siens? Et je trouve ça passionnant comme champ d'études et champ d'accompagnement, effectivement, dans mon activité. Alors, je t'entends parler justement de s'autoriser à voir grand, hein, le premier A des 3 A. Si tu veux bien, on en parle tout à l'heure absolument, hein, ça ce serait important. S'autoriser à Avec- voir grand. Je voudrais saluer donc Armel qui nous voit de Clamecy dans la Nièvre, Dominique qui est dans la région de Bourges. Euh, voilà, et messieurs, dames, bien sûr, si vous avez des questions à poser à Nicolas, je vous en prie, je ferai le relais. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, Nicolas, de révéler notre plein potentiel? Notre éducation, nos croyances limitantes, notre déficit de confiance en soi et d'estime de soi et d'amour de soi. Euh, ce qui nous empêche de révéler notre potentiel, c'est toutes les barrières qu'on s'est construites en passant de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Un enfant,
il n'a pas de barrière. Il s'autorise à tout faire. Il veut aller voir quelqu'un, il va le voir. Il veut parler devant plein de personnes, il n'a pas le trac de le faire. Il veut sauter dans les flaques, il y va. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de tous les conditionnements multiples. D'abord ceux que nous-mêmes on se donne, puis ceux que la société au sens large nous amène, qui nous empêchent de Ouais. révéler notre plein potentiel. D'où le travail nécessaire que tu mènes avec les gens que tu accompagnes, que je mène également aussi, qui consiste à essayer de mettre de la conscience sur ce qui se passe en nous, sur ce que l'on se raconte, sur les histoires qu'on se dit, notamment quand on est en mode «Ah, je suis pas assez, ça c'est pas pour moi, ça je suis pas capable», etc. Et de Ouais, c'est s'autoriser à ça. se dire «Allez, après tout, je peux avoir le potentiel de plein de personnes». Et quand parfois on se D'où, sent d'où- bloqué, vas-y. Non, non, je t'en prie, excuse-moi. D'où l'importance du rôle des parents, hein. On en parlait avec Mathilde qui est avec nous là aussi ce soir. Oui, oui, Les fameuses pensées limitantes, c'est-à-dire fais pas ça, c'est pas pour toi. Tu vois, je pense aux études aussi, tu y arriveras pas. Et oui, combien de contre-exemples? absolument. Et effectivement, Mathilde, en plus, qui est vraiment une grande experte de l'accompagnement des jeunes et des adolescents, euh, c'est important de se dire que on entend plein de messages de la part de nos parents qui, tous veulent faire de leur mieux avec nous, mais qui vont Ouais. nous prédisposer à construire quelques limites ou en tout cas à devenir un peu plus tournés vers des choses qui nous empêchent de révéler notre plein potentiel. Et notamment, il y a ce qu'on peut appeler des drivers ou des messages contraignants ou des injonctions paradoxales qui sont au nombre de 5, où quelque part nos parents peuvent nous envoyer soit parfait, en nous invitant, voire, puisque c'est une injonction, en nous exigeant d'être parfait, de ne jamais commettre d'erreur, etc. Un autre de ces messages, c'est fait plaisir. Nos parents nous amènent à dire qu'il faut être chaleureux, sympathique, à l'écoute, gentil Fais-moi avec tout. plaisir. Voilà, fais-moi plaisir. Allez, va faire un bisou à mamie, fais-moi plaisir. Sois fort. Nos parents nous amènent inconsciemment et malgré toute la bonne volonté à montrer qu'on est fort. Le sujet, c'est d'être fort. C'est pas de vouloir montrer qu'on est fort. Autre type d'injonction que nos parents nous envoient, fais des efforts. Comme quoi, il faut vraiment peiner et souffrir pour obtenir la moindre des choses. Et puis la dernière, que moi, je sais que j'ai beaucoup envoyée à mes enfants, qui est euh, dépêche-toi ou fais Ouais. vite ou accélère. Ce qui fait qu'il y a des êtres humains après qui, toute leur vie, sont en mode courir, courir toujours après le temps. Et c'est vrai que nos parents, et quand je dis nos parents, moi, en tant que parent, même en connaissant ces concepts-là, je me suis rendu compte que j'ai infusé, transmis ces approches-là, alors que paradoxalement, ces messages qui n'ont l'air de rien sont très contraignants et nous empêchent, pour répondre à ta question, de révéler notre plein potentiel. Les parents, c'est important que tu le dises, ont envie de bien faire. Mais ce Mais faisant, par contre, effectivement, ils créent des barrières. Et je pense que donc, pardon, Nico. je t'en prie, vas-y, continue. On est chez toi. Et, et donc, ton rôle de coach, c'est d'amener les personnes que tu coaches à prendre conscience, dans un premier temps, de ces fameuses barrières, de ces fameuses pensées limitantes et de se dire, ben oui, finalement, il n'y a rien en réalité qui m'empêche de sortir. On peut appeler ça la zone de confort, c'est ça? Oui, 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 et clairement d'agrandir notre zone de confort parce que la zone de confort, c'est l'endroit dans lequel je suis, dans l'endroit dans lequel mon ego me dit que c'est bien, que je dois continuer, que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et du coup, l'être humain, par définition, il a plutôt tendance à rester dans cette zone et à considérer que ça va fonctionner comme ça. Mon job avec les gens que je peux accompagner, c'est de les aider à comprendre quels sont leurs patterns, leurs mécanismes, leur fonctionnement, pour mieux pouvoir rayonner et atteindre les objectifs qui sont importants pour eux, d'une part, et pour mieux embarquer, fédérer, manager, leader les gens qu'ils ont besoin d'emmener. Et effectivement, on passe souvent sur les fondamentaux que sont les fondamentaux d'un être humain. Comment je fonctionne, comment je raisonne, comment je vois la vie, quelle est ma vision du monde. Typiquement, là, vous qui êtes là avec nous ce soir, c'est se poser la question, quelle est votre vision du monde? Est-ce que le monde, il est obstacle, il est problème, il est choses compliquées? Ou bien est-ce que le monde, il est plutôt opportunité, plutôt choses magnifiques, etc. Par les temps qui courent, on reçoit tellement de messages qui nous laissent à penser que le monde est catastrophe. Et moi, je refuse de me laisser envahir par quoi que ce soit à l'extérieur ou qui que ce soit à l'extérieur pour déterminer ce que je pense et ce que je ressens.
Alors, tu donnes là une occasion magnifique de creuser un petit peu le sujet, comment gérer nos émotions, notre stress finalement, en situation d'incertitude. Et là, l'actualité nous sert, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on a Ouais. besoin de se protéger, j'imagine que c'est ça que tu vas dire, hein, on doit se protéger. Ben oui, notamment par rapport à toutes les informations qu'on peut recevoir, il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà ne pas écouter tout le temps les mêmes types d'informations, essayer d'avoir des regards les plus croisés possibles. Et puis ensuite se dire, mais moi, quelles sont mes convictions? Et donc, du coup, sans tomber dans des certitudes, parce que ça serait un déficit de mindset et ça ne nous aiderait pas à aller vers ce qu'on veut. La conviction, c'est quelque chose qui est ancré en moi, qui est corrélé à mes valeurs, qui correspond à ma vision, à ma mission, dans lequel je crois fort et qui est un socle pour moi. Les certitudes, c'est de toute façon, les autres ont tort. Moi, je sais que ce que je dis est la vérité simple et unique, etc. Ouais. Oui, on doit se préserver des potentielles influences extérieures toxiques parce que ben, ça fait partie de l'humanité, hein. Il y a des gens qui sont fantastiques, inspirants, etc. Puis il y a des gens qui parfois ont besoin de déverser leurs soucis, leurs stress, leurs difficultés, leurs tensions. Et on doit se prémunir de ça, notamment pour les personnes qui sont très douées d'une forte empathie ou qui sont quasiment même empathes, ou très sensibles, ou très émotionnellement connectés. Tu veux dire dans le sens où ils font un peu l'éponge, des éponges à émotions. Est-ce que c'est ça? Tu as magnifiquement reformulé, c'est exactement ça. Il y a des gens qui, notamment dans la société, dans les entreprises, vont être un peu plus les gens vers lesquels on va se tourner quand ça ne se passe pas bien, par exemple. On peut appeler ça les toxic handlers. Toxic handlers, en français, ça veut dire les porteurs de toxicité. Donc ça, déjà, c'est observer que c'est plutôt chouette quand on a quelqu'un dans une entreprise, dans un groupe social, vers lequel on va un peu plus, parce que cette personne, eh ben, on a envie de dire quand on se sent pas bien ou quand ça va pas bien. Le seul sujet, c'est que il existe 3 profils de toxic handlers. Premier niveau, ça va être le niveau de porteur de confiance. C'est quelqu'un qui va pouvoir écouter l'autre, éventuellement donner quelques conseils, mais qui ne va pas forcément s'investir plus que ça. Est-ce que c'est bien? C'est plutôt chouette parce que dans la société dans laquelle on est, on a besoin parfois de trouver un tiers qui va pouvoir écouter ce qu'on a à dire. Ce premier niveau de porteur de confiance, il est là, il est présent. Par contre, le danger, c'est de basculer vers le deuxième niveau qui serait le porteur de souffrance. Et c'est là, Franck, tu as tout à fait raison que quand on est porteur de souffrance, c'est-à-dire très dans la sensibilité vis-à-vis de l'autre, on va fonctionner comme une éponge, pour reprendre ton expression, et on va s'investir dans la souffrance de l'autre au point de se perdre soi-même. C'est-à-dire qu'on passe de l'empathie à la sympathie. L'empathie, c'est ma capacité à me mettre à la place de l'autre, et la sympathie, c'est quand je souffre avec l'autre. Et l'enjeu, ça serait de passer au troisième, qui serait non plus le porteur de confiance ni le porteur de souffrance, mais le porteur de compassion. Les porteurs de compassion, moi j'en suis un, et c'est précieux dans mes activités de coaching. C'est des gens qui potentiellement ont déjà connu des souffrances et ont pu faire preuve de résilience pour les surmonter, et qui vont être capables d'aider la personne à sortir sa souffrance ou sa toxicité, mais de ne pas la garder en soi et ensuite de la permettre de repartir. Et donc en fait, sur ce sujet-là, de se protéger ou de l'éponge, c'est aussi de se poser la question, où est-ce que j'en suis sur ces sujets-là? Confiance, souffrance ou compassion? C'est très intéressant, hein, ce que tu dis. Ça permet de mettre une échelle de valeur, de mettre de la clarté sur où est-ce que j'en suis, moi, à titre personnel. Alors, ça ne règle pas le sujet, mais ça permet de se dire que tout le monde n'est pas comme moi. Oui, Je pense à des infirmières en milieu hospitalier qui peuvent effectivement rentrer chez elles ou chez eux, hein, des infirmiers à la maison, en portant, je dirais, tous les malheurs qu'ils ont vus au cours de la journée. Et ouais. tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Oui, oui. Et c'est un très bon exemple que tu prends parce que j'interviens sur des sujets d'accompagnement et de management auprès de cadres de santé dans un hôpital et un EHPAD. Et quand je vois la magnificence de l'engagement, c'est-à-dire du sens que leur mission a, c'est pas du commerce, c'est même pas du conseil comme nous on peut faire, alors que déjà ça a beaucoup de sens et beaucoup d'effets générateurs de transformation chez les humains. C'est quasi de l'ordre du sacerdoce. Et si on ramène ça chez soi le soir, c'est très 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 difficile effectivement.
Et au plus, on est dans une mission qui va avoir du sens pour nous d'une part et qui va être reliée à de l'humain d'autre part. On pourrait parler des enseignants également. Bien Au sûr. plus, on risque de s'abîmer si on bascule en mode porteur de souffrance. Alors, je me tourne vers vous, messieurs, dames, vous qui nous regardez là ce soir. Je vous pose la question, comment gérez-vous ces situations difficiles, ces situations de stress, sur l'échelle que Nicolas présentait là tout de suite, où est-ce que vous vous situez? Voilà, j'attends vos retours. Je sais qu'il y a toujours un léger petit décalage et j'en ferai part dans notre discussion là tout de suite. À Voilà, propos on rappelle sur l'échelle, 1 porteur de confiance, 2 porteurs de souffrance, 3 porteurs de compassion. Confiance, souffrance, ouais, compassion. je note. Merci Nico. En préparant, tu vois, cette masterclass, je me dis, mais on va apprendre plein de trucs. Ça fait 4 ans que je te connais et Oui, je découvre encore d'autres points. ah, Voilà. mais tant mieux. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Alors, je voudrais te faire réagir par rapport à des émotions. Et est-ce que tu peux apporter de la clarté sur ces 4 grandes émotions fondamentales, la peur, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût? Il en existe 5 grandes émotions. Euh, Comment toi tu aides tes clients, hein, tes coachés, comment tu les aides à gérer des moments difficiles si on est sur la peur ou la colère? Ok, très très bonne question. Et, Très très et- et bonne puis question. après, peut-être qu'on verra, pardon Nico, on verra après que finalement chaque émotion porte en elle une sorte de message. Oui, oui. Euh, la première des choses à dire, c'est que l'émotion, c'est pas quelque chose de psychologique. On croit que c'est quelque chose de psychologique, or c'est physiologique. C'est de la physiologie, c'est des hormones, et c'est des choses qui viennent et qui s'imposent à nous. Autrement dit, quand on voudrait prétendre vouloir être en capacité de gérer nos émotions, on a un sacré bout de chemin à faire parce que on va d'abord avoir l'émotion qui va venir et qu'est-ce que je peux en faire une fois qu'elle est venue. Je voudrais juste poser ça. Ce n'est pas un mécanisme psychologique, c'est vraiment quelque chose de très physiologique. Ensuite, euh, les émotions, émotérées, la racine à l'origine, ça veut dire mouvement vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va sortir de l'extérieur face à une situation où l'être humain va ressentir ou la peur, ou la joie, ou la colère, ou la tristesse, ou le dégoût. Et ce qui est important par rapport à celle que tu évoques, c'est que je suis convaincu qu'il y a matière pour chacune d'entre elles à avoir 3 étapes successives pour bien pouvoir les vivre, les traverser, voire les manager, même si j'ai bien dit qu'elles sont physiologiques et qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de les vivre. Si on prend celle de la peur, par exemple, euh, sur la peur, l'étape numéro 1, quand on a quelqu'un qui a peur, ça va être de rassurer, sécuriser la personne. Ce qu'on va vouloir vraiment faire, c'est rassurer, sécuriser la personne. Euh, on veut surtout pas. Vous savez, quand on a peur de quelque chose, la plupart du temps, on a tous tendance à exagérer la situation, à la dramatiser, à lui donner une envergure qui est trop importante. Première chose, je vais rassurer, sécuriser la personne. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais écouter la personne. Et j'attire votre attention, on ne commence pas par écouter parce que si la personne a peur et que j'ai sa peur, je vais l'auto-alimenter dans le fait de faire grandir sa peur. D'abord, je rassure, je sécurise. Ensuite, je vais pouvoir écouter la personne. Et troisième étape, par rapport à celle-ci, je vais pouvoir valoriser les qualités de la personne. Valoriser les qualités de la personne à faire quoi? C'est-à-dire à faire face à la situation qui génère de la peur chez la personne. Donc, pour aider les gens qui sont en situation de peur, j'aime donner ce déroulé-là en 3 étapes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Si on pourrait en prendre une autre, par exemple, qui pourrait être celle de la colère, parce que le mécanisme va être différent. Pour celle de la colère, par exemple, là, ça va être l'inverse. On va d'abord écouter, laisser parler la personne. Si je veux tout de Il faut suite, vider le sac, hein, c'est ça, hein. exactement, on active la fonction vide ton sac, c'est exactement ça.
Parce que la plupart du temps, la colère, c'est qu'il y a un trop plein de quelque chose qui a besoin de sortir. Et si je censure ou que je coupe, et c'est trop souvent ce qu'on fait d'ailleurs, et oh, tu te tais, et non pas ici, et non pas maintenant, comme ça reste, et ça va pas pouvoir s'exprimer. Et ce qui s'exprime, ce qui ne s'exprime pas va s'imprimer dans le corps en termes de pathologie. Donc l'étape numéro 1, c'est j'écoute et je laisse parler la personne. Tu es en colère, vas-y, je t'écoute. Oui, tu comprends, je suis très en run parce que bla 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 bla. Très bien, très bien, très bien. Et une fois que la personne, on voit qu'elle a vidé son sac, pour reprendre l'expression que tu as proposée, c'est l'étape numéro 2 pour nous qui consiste à reformuler cette fois-ci. Et là, je vais reformuler. Donc, si je comprends bien Franck, tu es très en colère et très énervé parce que, et au final, je vais reformuler ce qu'il a dit. Oui, oui, c'est ça. Et donc, la troisième étape que je vais proposer, ça va consister à relativiser. C'est-à-dire que je vais aider la personne à se rendre compte que ce qui, à l'inverse, constituait quelque chose qui était gigantesque, extraordinairement dramatique, inacceptable, intolérable, etc., finalement, c'était un pas grand-chose. La plupart du temps, quand il y a des situations de conflit ou de colère, quand on arrive à prendre ce pas de recul, on se rend compte que c'est pour du pas grand-chose. Parfois, c'est pour une expression, pour une phrase, pour un mot, pour un petit acte, un petit geste, un regard. Et donc, d'abord, j'écoute, je laisse parler, puis je reformule, et ensuite, je vais relativiser. Voilà ce que je peux proposer sur ces deux émotions. On peut regarder d'autres si tu veux, mais notamment sur celle-ci. Et lorsque, effectivement, ton interlocuteur, qui peut être un collaborateur dans une entreprise, se sent compris, tu l'emmènes évidemment avec toi. Ouais, c'est ça. Je vois aussi comme toi des managers tous les jours, des dirigeants d'entreprise, et parfois on ne sait pas comment gérer ce type d'émotion. Il y a aussi la pression quotidienne, c'est-à-dire, bon, c'est pas tout ça, mais j'ai pas que ça à faire. Et donc, on a tendance à balayer d'un revers de manche, on verra ça plus tard, ne pas traiter. Et comme tu disais tout à l'heure, quand l'émotion ne s'exprime pas et qu'elle n'est pas comprise, là, on va au-devant de quelques soucis. Hein. Ouais, complètement. Et c'est vrai que c'est difficile d'être manager. Tu parles des managers, c'est très difficile d'être Très manager, bien. très difficile d'être dirigeant. On ne se rend pas compte quand on n'exerce pas cette fonction-là. Parce que on pourrait croire que manager, c'est juste coordonner des personnes, mais en fait, dans toutes les structures et les organisations, les managers doivent animer, fédérer, coordonner, recadrer des personnes et eux-mêmes produire, réaliser, etc., quasi autant de temps qu'ils doivent manager. Et c'est vrai que souvent, on peut tomber dans la difficulté qui consiste à ne pas accorder de temps Ouais. suffisamment aux collaborateurs. Et là-dessus, ce qui me semble essentiel, c'est de se rappeler un principe qui est fondamental. Ça ne sera pas tant un problème de temps, ça sera plus quelque chose de fondamental en mode quel type de pleine présence je vais donner à cette personne. Le temps, notamment dans les situations où il y a une réaction émotionnelle chez quelqu'un lorsqu'on manage, c'est comment est-ce que je peux être pleinement présent avec la personne? Par un regard, par une écoute, par vraiment quelque chose où je suis à 100% avec la personne et pas en mode ouais, vas-y, je t'écoute. Ah, ok, d'accord, Oui, avec le etc., etc. téléphone. Exactement. Et la capacité de pleine présence, euh, pour moi, c'est un des enjeux du leadership le plus fondamental qui soit. C'est Et la moi, je sais, qualité de l'écoute, hein, la qualité de l'écoute, ouais, plutôt la que qualité. le temps d'écoute. Et effectivement, une écoute parfois de 1 ou 2 minutes pleinement intense où je suis pleinement avec toi aura systématiquement des effets supérieurs à 20 minutes où je suis à moitié là. C'est Serge Marquis, qui est un conférencier canadien qui travaille notamment sur la conscience de soi, etc., qui racontait cette expérience-là où il dit, voilà, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur et il y a ma fille adolescente, 14 ans, qui vient me voir et qui me dit, ah, je peux te parler d'un truc. Et il m'expliquait, il disait, j'étais là en train de travailler, je lui dis, ouais, ouais, vas-y. Puis je continue à travailler en même temps. Puis il dit, je ne sais pas pourquoi ou d'où c'est venu. D'un moment donné, je rabats l'ordinateur et je lui dis, moi, qu'est-ce que tu veux me dire? Et en fait, il dit, ah, elle m'a dit, tu sais, papa, je me sens très mal parce que il y a un garçon dans ma classe qui s'est suicidé, je sais pas gérer la situation. Et ce qu'il disait, c'était, si j'étais resté à moitié en train de faire, peut-être que je ne lui aurais pas donné l'espace d'expression Bien pour sûr. pouvoir le faire. Et le fait d'être pleinement là lui a peut-être permis d'exprimer ça, de le sortir. Et puis ensuite, on a pu travailler dessus. Et
Je pense vraiment que la pleine présence est une des clés fondamentales pour toute chose. Dans un monde aujourd'hui où effectivement le temps où on reste concentré sur un sujet, de quoi quelques petites minutes, c'est encore plus vrai sans doute pour les jeunes générations, hein. Ouais, tu as raison. On pouvait dire que le XXe siècle, la maladie du XXe siècle, c'était le mal de dos. Et pour moi, la maladie du XXIe siècle, c'est celle du déficit d'attention, où on a de plus en plus de mal à être focus sur quelque chose et où on vient nous chercher sur des modalités sensorielles et des stimulations externes, où on pense tous qu'on est capable d'être multitâche. Or, on est moins efficace en multitâche. L'être humain, il est fait pour être en monotâche, mais il s'invente l'histoire que déjà, comme il a beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire, qu'il a la capacité à gérer 1000 choses à la fois. Là, je suis 100% concentré avec toi. Je serai meilleur dans mes réponses à tes questions en le faisant. Donc, en regardant ce qui se passe, en essayant d'être là, en regardant sur mon smartphone ce qui se passe, etc. J'avais lancé une question tout à l'heure et donc là, je vais sur les réponses. Olivier qui dit 2, j'étais en souffrance par rapport à la gestion des émotions, hein. Plutôt le point 2, c'est-à-dire souffrance, et puis 3, c'est-à-dire compassion, mais ça ne fonctionne pas toujours, dit Olivier. Dominique qui nous dit 1, voilà quelque temps, c'est-à-dire beaucoup sur le registre de la confiance, et plutôt 3 aujourd'hui, compassion. Et elle rajoute merci Nico. À mon avis, tu la connais. Je la connais très bien. Je crois qu'elle est super porteuse de compassion, absolument, et qu'elle peut aider énormément de dirigeants. Et puis, voilà, et Armel qui nous dit entre confiance et compassion. Voilà, Armel, hein, j'espère que c'est tu, chouette pour Armel. tu trouves là aussi des clés. Ouais. Armel, c'est chouette parce qu'elle arrive à passer de la confiance à la compassion et à éviter de se brûler au niveau de la souffrance. Donc, c'est plutôt chouette. Ouais. Alors attends, Dominique qui dit erreur, erratum, c'était le 2 et non le 1, c'était souffrance, ouais, souffrance plutôt. Ouais. Okay. Nicolas, pour être un bon manager, un bon leader, moi j'ai le sentiment qu'il faut devenir un expert de la connaissance de l'individu. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, indéniablement. C'est-à-dire que plus on connaît, plus on sait comment fonctionne l'individu. Par exemple, je suis convaincu depuis toujours qu'on a en nous, c'est la nature humaine, le meilleur comme le pire. On est capable du meilleur comme du pire. Et parfois, et tant mieux, c'est surtout le meilleur qui s'exprime. Mais on a aussi envie, quelquefois, heureusement, il y a des valeurs qui nous empêchent de passer à l'action pour aller au pire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, pour manager, bien connaître ce que l'individu est capable de faire. Ouais, j'aime beaucoup ton approche qui consiste à dire que on a des zones de lumière et des zones d'ombre en nous. C'est valable au niveau de l'humanité, c'est-à-dire que tous les êtres humains ne sont pas tordus et manipulateurs. Tous les êtres humains ne sont pas extraordinaires et fantastiques. Il n'y a pas besoin d'exagérer ça. Mais au sein d'un même être humain, chez toi, chez moi, il y a des choses magnifiques et il y a des choses absolument pourries. Et c'est très bien de le savoir d'ores et déjà. Et oui, pour pouvoir embarquer et être un bon leader, on a besoin déjà de poser ça. Ça évite de fantasmer sur des prétendues qualités exagérées chez l'autre et de se rabaisser soi-même. Et ça évite soi-même de s'exagérer face à quelqu'un. Ensuite, le travail, vas-y. Et de ne pas s'étonner. Par exemple, comment se fait-il que quelqu'un soit capable de trahison? Comment? Et voilà, c'est la nature humaine. C'est pas pour ça que c'est forcément pardonnable sur le coup. Mais c'est la nature humaine qui s'exprime comme ça. C'est la nature humaine. Et à chaque fois qu'on se prend à dire comment c'est possible que je fasse un truc pareil, c'est tout de suite de se dire et moi, est-ce que ça m'est déjà arrivé? La réponse, je vous garantis qu'elle sera oui. Tout autant qu'on est, on a déjà travaillé dedans. Tout autant qu'on est, on a déjà menti. Tout autant qu'on a déjà fait des choses. Notre job d'humain, c'est de l'observer, de l'accepter et de le minimiser autant qu'on peut. Nico, on a des petits soucis de connexion. Est-ce que tu peux lever les bras avec une fourchette pour capter les ondes? Ah mince, ouais, c'est oui, ok. Très bien. Bouge pas, là, c'est très bien. C'est très, très bien. Armel qui commente ce que tu dis à l'instant, ange et démon. Ange et démon. Et oui,
Il y a de l'ange et démon chez tous les êtres humains. Donc oui, notre travail, ça consiste à améliorer les connaissances qu'on a de l'être humain et d'observer, je pense aussi beaucoup, que l'être humain, il fonctionne par polarité. Typiquement, ange et démon, ça serait le bien versus le mal. Mais c'est aussi le plus, le moins. C'est aussi l'agréable, le désagréable. Essayer d'être capable, par exemple, là, ce que j'ai beaucoup en ce moment, là, pas plus tard qu'un groupe que j'avais aujourd'hui et un autre que j'avais eu la semaine dernière, il y avait la polarité au sein de ce groupe de est-ce qu'on met du cadre, de la règle, des procédures versus oui, mais il faut de l'agilité, de l'adaptabilité, de la liberté. Et en fait, il y avait au sein de l'équipe que j'accompagne cette confrontation-là. Partisans de il faut mettre du cadre et qui aurait tendance à aller d'une belle rigueur, parce que la rigueur, c'est une belle qualité, à une forme de rigidité. Rien ne doit sortir du cadre. Et à côté, ceux qui étaient en mode ouais, mais non, mais il faut qu'il y ait des exceptions, parce que ceci, cela, mais qui pourraient avoir la tendance à aller vers l'anarchie et zéro règle. Et typiquement, l'être humain, il est balayé de ces polarités-là en interne à l'intérieur de lui, mais au sein des collectifs aussi. Et c'est comment est-ce qu'on identifie ça chez l'un et chez l'autre. Et pour aller plus loin, pour être un leader sur comment conscientiser et comprendre qu'un être humain est, pour moi, il y a un leitmotiv qui est fondamental, qui est qu'est-ce que j'essaye de trouver comme est cette chose qui est la plus belle chez l'autre. En quoi l'autre est beau, grand, puissant, rayonnant, inspirant, magnifique, positif, plutôt que en se laissant axer sur notre cerveau reptilien, en quoi l'autre, il va à la hauteur, il est nul, il est naze, il est négatif, etc. À chaque fois qu'on essaie de voir le beau chez l'autre, arriver à très bien pouvoir faire des choses. Tu vois, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est, je prendrais l'image, le symbole, tu vois, de la médaille, hein, ou d'une pièce de monnaie, côté pile, côté face. Et donc, je suis capable de donner le meilleur de ce que je suis face à des personnes qui sont positives. À l'inverse, je suis capable de ne pas donner, voire même de faire preuve de beaucoup de mauvaise volonté face à des personnes qui, elles aussi, vis-à-vis de moi, sont plutôt négatives, sont plutôt pessimistes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu décris vraiment ce qui est humain. Et je pense que question suivante. Ouais. Et je pense que la personne la plus bienveillante, elle peut tomber d'un côté à l'autre sans aucun doute. Ça. Ce qui est important aussi, c'est, ça je sais qu'on se l'est déjà partagé quelques fois, mais c'est important de le redire là, c'est pour pouvoir fonctionner et interagir avec d'autres êtres humains, on a besoin de faire baisser nos attentes de comment être les autres êtres humains. La plupart du temps, on considère que notre référentiel, c'est notre nombril et que tous les autres devraient penser, réagir et fonctionner comme nous. Et si quelqu'un ne fait pas ce qu'on pense qu'il devrait faire, ça ne va pas. Et de quel droit serions-nous la référence qui consiste à dire il devrait faire ci, il devrait faire ça, je ne comprends pas ce qu'il en est, etc. etc. Et je vois beaucoup d'opposition générationnelle là-dessus. Des anciens qui fustigent les jeunes parce qu'ils ne font pas du bon travail de qualité, des jeunes qui fustigent les anciens parce qu'ils ne veulent pas bouger, évoluer, etc. Si on arrête de se décentrer sur l'autre et d'avoir des attentes sur l'autre devrait être autrement, on va se faciliter grandement la tâche. Et je trouve qu'à partir de là, tu vois, c'est très intéressant quand tu es, par exemple, en société, dans une discussion ou dans une entreprise, tu es en mode observation pour voir comment un petit peu sont les personnes. Hein. Et ça, je trouve que c'est un vrai plus. C'est de pouvoir un peu décoder, hein, et de savoir finalement quels sont les besoins aussi psychologiques de chaque personne. Oui, complètement. Et quand on arrive à être de plus en plus fin, comme on essaye, toi et moi, de le faire sur ce décodage de l'autre, c'est simplement de se dire, on ne veut pas décoder pour manipuler, on veut décoder pour mieux entrer en contact, mieux entrer en communication, mieux tisser du lien. Tiens, cette personne, elle est sensible à tel type de sujet. Ok, super, je vais pouvoir voir si je peux l'aider sur ça. Ah, tiens, cette personne, elle a l'air de se braquer là-dessus. Ok, comment est-ce que si je dois aborder le sujet, je vais pouvoir y aller? Donc, ouais, c'est vraiment important d'essayer de déterminer comment un être humain fonctionne de façon générale. Moi, j'interviens auprès de tout type de public, des sportifs de haut niveau individuels et des équipes de sport de haut niveau d'un point de vue collectif, et des entreprises de tous les types de secteurs. Et j'ai 52 ans, et à ce moment de ma vie, je me dis, mais c'est toujours les mêmes patterns, toujours les mêmes fonctionnements, toujours les mêmes tiraillements, toujours les mêmes doutes, toujours le même souci.
Et c'est rassurant, parce que ça veut dire qu'il y a une humanité. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Je salue au passage Céline qui est en Alsace. Olivier qui nous écrit, qui chatte, bienveillance n'est pas contradictoire avec exigence, ne le faisons-nous pas avec nos enfants? Point d'interrogation. Et puis Armel qui commente aussi, le plus compliqué, c'est de garder, pousser l'ange ou le plus au-dessus du démon ou le moins. Voilà. Ouais. C'est de faire de notre mieux avec l'ange et le démon, et que l'ange soit un petit peu au-dessus du démon, mais en sachant qu'il sera toujours là, et mille fois en accord avec Olivier, bienveillance rime avec exigence. S'il n'y a pas de bienveillance, s'il n'y a pas d'exigence, c'est, pour l'expression que j'utilisais tout à l'heure, l'anarchie, le laisser-faire, etc. Et ça n'aide pas les enfants à grandir, puisqu'il en parle, et les collaborateurs à se structurer dans un cadre. Mais s'il n'y a que l'exigence sans bienveillance, on sera dans le travers inverse. Nico, le temps passe et on n'a pas parlé de collectif. Et tu as commencé à entrouvrir la porte là tout de suite. Donc, tu travailles sur l'individuel et aussi le collectif, notamment avec les basketteuses pro de Tango Bourges Basket. Et j'ai entendu dire que pour qu'une équipe soit solide, il faut que chaque membre de l'équipe soit solide. Est-ce que tu partages ça? Ouais, il faut que. Oui, complètement. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Ouais, complètement. Ça part vraiment des individus. Là, pour le coup, quand on va sur vraiment de plus en plus en ce moment, c'est des sujets de cohésion, de dynamique d'équipe, de sentiment d'appartenance, de fédération sur lesquels on vient me chercher. Et l'erreur, ça serait de ne traiter que du collectif. Pour moi, ça part de chacun des individus, et on peut prendre une image symbolique. Toi et moi, on apprécie beaucoup les symboles, qui est que la puissance d'une équipe, elle sera à la hauteur de la puissance du maillon le plus faible. Et si j'ai une chaîne, si j'ai un maillon qui est faible, c'est à ce niveau-là que ça va casser. Et donc oui, on a besoin que chacun des membres soit le plus fort possible, et que s'il devait y avoir, selon des standards ou des critères à identifier, un niveau de force d'un maillon, l'équipe, elle va avoir besoin de regarder quel est son maillon le plus faible pour que celui-ci soit le plus fort possible avec son propre potentiel, ce qui va sous-entendre de venir s'épauler et s'entourer. Donc oui, on a vraiment besoin de tout le monde. Et pour le coup, il suffit d'un maillon faible, ou alors je change de thématique, toxique au sein d'une équipe pour détruire une équipe, ça c'est évident. Absolument. Et Mathilde qui commente dans le collectif 1 + 1 = 10. Et oui. Et Mathilde qui est une ancienne enseignante. Hein. Mathilde, c'est pas ça les maths. Hein. Tu as développé plusieurs concepts, Nico, notamment celui des équipes bleues. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, ça me passionne vraiment. En fait, pour dire d'où ça vient l'appellation des équipes bleues, il y a eu un fantastique reportage sur Netflix, un documentaire qui s'appelait 100 ans de plénitude, où il y a eu des chercheurs qui ont cherché sur la planète où sont les endroits sur la planète où les gens vivent le plus vieux, en parfaite santé, centenaires, etc., etc. Et ils ont identifié sur la carte de la planète des zones bleues. Et j'ai fait un lien avec, au sein des équipes, pour moi, les équipes bleues, donc je suis allé chercher ce modèle-là pour dire clairement d'où il vient. Une équipe bleue, c'est une équipe dans laquelle on est capable de réunir deux dimensions fondamentales qui sont: on performe à haut niveau et on obtient des résultats, et on a du bien-être, de la sérénité, et on trouve sa place pour pouvoir le faire. Souvent, ce qu'on trouve dans les équipes classiques, c'est plutôt l'une ou plutôt l'autre, et c'est difficile de trouver les deux. J'ai vraiment la conviction qu'on peut trouver les déterminants des deux côtés. Alors, moi, ce que j'aimerais connaître, si tu veux, c'est quels sont, toi qui côtoies les sportifs de haut niveau et qui t'emploient à finalement identifier leur mode opératoire, leur manière de travailler, de réfléchir aussi et de les implémenter dans le monde professionnel. Quelles sont pour toi deux clés? Moi, c'est une question qu'on me pose souvent, Franck. On voudrait renforcer la cohésion de l'équipe de direction, peu importe l'équipe. Quelles sont pour toi les clés essentielles pour renforcer la cohésion d'une équipe? Ok. Clé numéro 1, définir avec grande précision la clarté des rôles et des tâches de chacun. Ça ne va pas être la communication, ça ne va pas être mettre des process, ça ne va pas être se faire confiance et tout. C'est qui fait quoi ici? Moi, qu'est-ce que je fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que tu ne fais pas? On doit partager
une grande clarté dans la complémentarité des rôles des uns et des autres. Pour moi, ça serait vraiment la première des clés qui, dite comme ça, peut sembler évidente, mais qui vraiment, dans la plupart des collectifs, est très insuffisamment précise. Et puis, d'autre part, je dirais que pour qu'on ait de la forte cohésion, on a besoin de dire les choses et se dire les choses. Ce qui pose souci dans les équipes, c'est quand soit on n'ose pas dire parce qu'on peut avoir peur de l'autre, ou bien on ne dit pas parce qu'on se dit j'ai pas peur de l'autre, mais j'ai peur de sa réaction, qu'il prenne mal la chose, etc. Et pour se dire les choses, en fait, le conflit le pire qui soit, c'est ce conflit que j'appelle le conflit larvé, celui qui n'a pas explosé, celui dont on ne parle pas, qu'on cache sous le tapis, etc. Et pour dire les choses, principe essentiel qui est d'être dur sur les tâches et doux avec les gens. Dur sur les tâches et doux avec les gens, ça veut dire que exigeant, intransigeant sur le sujet, la tâche, le dossier, le projet, etc., mais doux et chaleureux dans la façon de le dire, respectueux dans la façon de le dire, hyper poli dans la façon de le dire. Et si on met une grande clarté des rôles, d'une part, et qu'on est à l'aise avec l'idée qu'on doit dire ce qui a besoin d'être dit, on va déjà avoir beaucoup d'équipes qui vont tendre vers cette modélisation des équipes bleues dont je parlais. Et puis peut-être, tu m'en as demandé deux, mais un principe qui serait aussi d'améliorer ou de faire baisser notre intolérance et notre jugement de l'autre. Arrêtons de juger l'autre, parce qu'à chaque fois, ça revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est le juger au spectre de mon propre référentiel. C'est très hautain, en fait, comme approche. Donc, arrêtons de juger les autres, observons ce qui se passe, avec probablement une phrase toute faite, mais on ne devrait juger quelqu'un que si on a marché son chemin avec ses propres bottes, ce qui veut dire que probablement on ne devrait jamais juger qui que ce soit. Et on ne sait pas, rarement d'ailleurs, hein, ce que les autres ont pu vivre et qui peut expliquer au moins en partie telle ou telle réaction. Ouais. Hein, parce qu'il y a la vie pro, il y a la vie perso aussi. Il y a tous ces combats, juste pour rebondir sur ça, excuse-moi Franck, c'est que tu m'amènes vraiment vers des territoires qui me passionnent. Il y a tous ces combats cachés qu'on a tous. Moi, j'ai mes propres combats cachés, tu as les tiens. Et en fait, on va se trouver, interagir avec ça, mais ce que je te souhaite sans savoir, c'est toi ou c'est symboliquement qui que ce soit, sans savoir quels sont tes combats cachés, je te souhaite d'arriver à les traverser au mieux. C'est ces trucs dont on ne parle pas à l'autre, mais qui sont ça peut être des choses en relation avec nos parents, avec nos enfants, avec notre confiance en nous, avec une expérience qu'on a vécue, etc. Comment est-ce qu'on peut souhaiter pour l'autre, sans être intrusif, le fait qu'il gère mieux ses propres combats cachés. Je voudrais te soumettre, Nico. Je te coupe, non? Tout va bien? C'est parfait, tout va très bien. Je voudrais te soumettre cette image. Imagine un arbre et un poisson. Un poisson qui grimperait dans l'arbre. Et je voudrais avec cette image-là, développer la complémentarité des rôles. Ce que je veux dire, c'est que parfois, on essaie de faire à des gens, donc de les forcer à grimper dans l'arbre alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Et l'idée, c'est plutôt de chercher l'endroit où ils vont exceller. Donc, pour le poisson, c'est évidemment l'eau, la rivière. Est-ce que dans la complémentarité des rôles, l'idée, c'est non seulement de s'assurer qu'il n'y a pas de doublons ni de trous dans la raquette, mais de s'assurer aussi que chacun est bien dans sa zone de plaisir et d'expertise? Ouais, très sage encore et très pertinent. Si je suis manager d'une équipe, je dois m'assurer de ça. J'ai vraiment envie de revenir à la pleine et entière responsabilité de chacun, qui consisterait à dire, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé dans ta vie, Franck. Moi, ça m'est arrivé un paquet de fois. Des fois, on fait des choses où on va sur des terrains ou dans des environnements parce que on pense qu'on doit y aller, parce qu'on se dit peut-être que c'est une opportunité. Alors qu'on sent au fond de nous, il y a cette intuition qui dit c'est pas forcément ma place, mais on va y aller quand même. Et c'est revenir, déjà, quand c'est dans notre partie de nous à nous, euh, est-ce que c'est le bon endroit pour moi? Est-ce que vraiment je dois y aller? Et est-ce que si on me demande de monter un arbre alors que je suis un poisson, est-ce que je peux lever la main en disant, vous savez quoi, c'est pas pour moi ça. Moi, je suis un poisson et moi, j'ai vraiment besoin d'aller dans un bel environnement plein d'eau parce que c'est là que je vais vous apporter vraiment le plus de valeur. Ça demande du courage, ça demande de la confiance en soi, ça demande d'avoir un recul sur la vie et d'apprendre à se connaître.
Mais il y a des fois notre ego qui peut nous amener à aller sur un terrain qui n'est pas forcément le bon. Donc, au plus, on est capable d'exprimer notre authenticité, qui je suis, ce que j'aime faire, ce que je vais faire, nos compétences et nos appétences. Au mieux, on trouvera toi l'expression dans laquelle on est. On est capable de- Non, là, ça n'est pas le mien. Et tu vois combien de fois je me retrouve dans des équipes de direction où les personnes qui se sentent suffisamment à l'aise pour parler devant des collègues, je parle bien d'équipes de direction, Oui, disent, oui, en faisant cet exercice-là, tu vois, compétence, appétence, disent, bah, effectivement, par exemple, moi je suis directeur de la qualité, informatique, DRH, directeur commercial. Il y a des domaines de mon métier qui sont dans ma fiche de poste et pourtant je n'aime pas les faire. Et bah, quand je oui. suis pressé, il y a des choses que je ne fais pas. Donc c'est intéressant parfois de revisiter aussi les postes en ayant ce regard-là, je trouve. Ouais, et d'être capable en pleine vulnérabilité de le dire à l'autre. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne pour autant, parce qu'on a toutes des choses qu'on n'aime pas faire ou qui nous correspondent effectivement. J'ai encore, Nico, 20 000 questions à te poser. Euh, est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, du cadeau caché que moi, je relie, si tu veux, avec une des clés de la réussite, c'est-à-dire assumer Ah oui. l'entière responsabilité de ce qui nous Le arrive. cadeau caché, c'est Alors attends, excuse-moi, je ne t'entends hmm, plus. Tu es toujours là? ouais. Le cadeau caché, c'est systématiquement quand il se passe quelque chose dont l'issue n'est pas celle qu'on souhaiterait, c'est de se poser la question, quel est le cadeau caché? Il y en a toujours un. Et notamment, quand je sache si je continue ou pas. Franck, est-ce que tu Voilà. m'entends? Ouais, là, c'est vraiment coupé, hein. Ouais, Nico. C'est vraiment Ah mince. coupé. Vas-y, vas-y, Est-ce que tu vas-y, je m'entends? t'entends, je t'entends. Ok. Euh, Caché, c'est quand ça se passe comme on voudrait, de se dire qu'il y a quelque chose derrière. Typiquement, c'est tiens, il y a tel événement qui arrive et que j'avais pas prévu et qui évidemment me semble être défavorable. Se poser cette question de se dire, je suis tellement curieux de savoir, j'aimerais savoir euh, quelle opportunité ça va générer, en quoi ça va être quelque chose d'exceptionnel pour moi et en quoi cette situation elle va se retourner pour moi. Si je suis face à la difficulté en mode oh c'est pas juste, c'est scandaleux, je me sens défavorisé par rapport à ça, je ne vais pas pouvoir en générer quelque chose. Et si je me dis mais en quoi cette situation va se retourner à mon avantage, ça va tout changer. Et en fait, c'est vraiment une question de regard. La vie n'est pas les choses qui nous arrivent, la vie est le regard que l'on porte sur les événements qui nous arrivent. C'est ce qu'on en Et fait. Ouais. plus voilà, c'est ça. Et plus je m'autorise à penser à cette notion de cadeau caché, plus le cadeau va pouvoir se révéler avec moi. Mais si à aucun moment j'imagine qu'il peut y avoir un cadeau, bref, non, c'est négatif, etc., moi j'y arriverai. Mais surtout, ça nous renvoie à une notion qui est importante. Je disais tout à l'heure, l'être humain, il fonctionne en mode polarité. Par rapport aux événements qu'on vit, on doit les dépolariser le plus qu'on peut. C'est-à-dire, quand je vis un événement que je considère comme étant négatif, je dois aussi creuser dans le même temps et regarder dans ce que je vois de négatif, d'autant plus si ça me fait souffrir, qu'est-ce qui est positif dedans? Qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce qui est une bonne chose pour moi si cet événement arrive? Et à l'inverse, c'est vrai aussi, quand on vit une expérience ou un événement où on ne voit que du positif, on devrait aussi avoir la sagesse de se dire, mais quels sont les inconvénients de ça aussi? Quelles choses qui finalement ne sont pas si positives de ça? Ce qui peut nous amener à avoir Et, cette sagesse, cette équanimité et ce recul sur quoi qui nous arrive. et ça c'est extrêmement difficile dans tous les cas, mais ça l'est un petit peu moins quand on a commencé justement ce travail de développement personnel, où on a compris ce que j'appelle moi la machine à laver, c'est le syndrome de la machine à laver. Je m'explique. Victime, bourreau, sauveur, le fameux triangle de Cartman. Et donc, Oui, à chaque fois que je vis quelque chose de désagréable, de négatif,
a priori de négatif, eh bien, le premier réflexe, c'est d'endosser le maillot de victime. Et là, on n'avance pas. Ouais. Face à un événement négatif, on va endosser soit celui de victime, soit de persécuteur, et hop, on est cuit. Et même celui de sauveteur, qui pourrait laisser entendre qu'il est un peu plus valorisant ou positif, en fait, comme il a la volonté de me mettre l'autre sous emprise et de le maintenir en victime ou de le mettre en victime, ça nous empêchera toujours de fonctionner, effectivement. J'ai un petit jeu, Nico, pour terminer. Tu veux bien? J'ai des questions. Ça va permettre de revisiter Ok. certains Allez. sujets. Je sais que tu es un Ouais. joueur. Alors attention, optimiste ou réaliste? Donc, je te propose à chaque fois des couples de mots et je te laisse Ok. réagir. Ok. Optimiste, c'est plutôt optimiste ou réaliste? Résolument optimiste, non naïf. La vie, elle présente des hauts et des bas. Il y a des polarités qu'on vient d'évoquer, mais moi, j'ai une grande confiance et je crois dans l'optimisme. Et l'optimisme, pour moi, c'est avant tout une vision du monde, un champ infini des potentialités qui peuvent se présenter, une vision positive de mes propres ressources pour savoir qu'il y a des choses qui vont se présenter et qui vont être chouettes. Résolument optimiste sans être naïf. But ou chemin? Je vois très bien où tu veux aller. C'est cette notion fondamentale de ce qu'on peut appeler euh, le pessimisme défensif ou l'optimisme paradoxal, qui consiste à rappeler que l'optimisme et le pessimiste, il n'existe pas dans l'absolu, mais enfin simplement au relié d'un chemin. Vraiment, ça veut dire quoi? Optimisme de but, je vais réussir. Optimisme de chemin, ce sera facile. Pessimisme de but, je vais échouer. Pessimisme de chemin, ce sera difficile. Et en fait, pour moi, on a besoin et du but et du chemin, mais ce qu'on va faire, c'est que on va privilégier le pessimisme de but et l'optimisme de chemin. C'est-à-dire, pardon, le pessimisme de chemin et l'optimisme de but. Ça va être C'est-à-dire, difficile, mais on va y arriver. exactement, comme ça, quand il s'avère que c'est difficile et qu'il y a des obstacles ou autres, j'étais prévenu, je le savais, mais j'ai toujours la foi que je vais réussir. Donc c'est vraiment cela qu'on va aller chercher. On va réussir, mais attendons-nous à des grosses difficultés. Action ou procrastination? Ah, Tu m'as reçu, non? Ouais. jolie, jolie action, c'est sûr, mais je reconnais, ouais, là, pour moi, il y a une différence entre la procrastination active et passive. Je peux activement procrastiner en mode, là, j'ai enchaîné des visios toute la journée, j'ai peut-être besoin de regarder une série de télé-réalité. Ça sera de la procrastination, mais active, parce que j'en ai besoin pour me ressourcer. Donc, plus de l'action, mais en tout cas, en alternance avec des ressourcements qui pourraient, dans cette... Voilà, ça coupe. Dernier, alors je vois Je suis Olivier là, qui je t'entends. réagit. Olivier optimiste et Armel Ouais. qui dit garder son objectif en ligne de mire. Dernier couple de mots, robuste Oui. ou antifragilité? Antifragilité dans l'idéal et robuste, c'est déjà pas si mal. La fragilité, c'est quand un objet ou une personne se détruit face à une condition ou un événement extérieur. La robustesse, c'est on m'envoie l'impact extérieur et je suis robuste, je reste comme je suis. Je rencontre un échec professionnel, je reste comme je suis robuste. L'antifragilité, donc c'est ça qu'on va privilégier, c'est sous une influence extérieure, je me déploie, je grandis, je deviens plus puissant. Et je comprends pourquoi tu la gardes en ligne de mire, puisque au tout démarrage, on est parti de pouvoir limiter le fait d'exprimer pleinement son plein potentiel. Et qu'effectivement, l'antifragilité, c'est quand on vit des moments difficiles, des événements extérieurs, des contraintes fortes, on peut absolument s'en sortir renforcé. On n'est pas obligé d'être à ramasser la petite cuillère, ce qui serait la fragilité. C'est déjà bien si on tient le choc en mode robuste, mais l'antifragilité, c'est OK, ça va me rendre encore plus fort et plus alerte pour les prochaines fois. Donc, à 200% antifragilité du mieux que je peux.
Merci mille fois, cher Nico. C'était passionnant. On n'a pas eu assez de temps, mais je te réinviterai. Et tu sais quand? Tu sais quand? Oui, je sais quand. Vas-y, parle-en. Alors, tu sais quand? Donc, c'est la première fois que j'en parle, en fait. Fin Super. novembre, dernière semaine de novembre, à partir du lundi 25 novembre, j'organise mon premier sommet de la motivation. Ça va s'appeler OSE, du verbe oser, mais OSE, point d'exclamation, un sommet de l'audace, de la motivation et de l'engagement. Et Nico, tu vas ouvrir ce sommet. Et j'aurai aussi dans cette même soirée, donc tous les soirs en fait de la semaine, du lundi au vendredi, 2 invités par soir. Et tu seras en ouverture avec un monsieur incroyable que je ne connais pas, dont vous avez forcément entendu parler, qui s'appelle Franck Pierrot. C'est un ancien du GIGN et les personnes parmi vous qui étaient devant leur écran de télévision le 26 décembre 1994 s'en souviennent, puisqu'à l'époque, un avion de ligne Air France avait été pris en otage sur l'aéroport de Marignane et Franck Pierrot du GIGN était l'un des hommes qui pilotait le sauvetage des passagers. Voilà, ça va être absolument passionnant, mais j'ai d'autres invités dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Donc, messieurs, dames, restez branchés sur les réseaux, celui de Nico, sur le mien, et je vous tiendrai au courant évidemment de tout ça. Nico, comment te remercier? Pas besoin. Moi, comment te remercier? Tu sais que moi, si tu me branches sur ces sujets-là, je suis passionné. Merci à toi de déployer ce que tu déploies. Merci de mettre en place ce sommet parce que tu en parles, là, c'est la première fois que tu en parles, mais moi, j'ai connaissance des autres intervenants qu'il va y avoir. C'est incroyable. Je pense que je vais tous les écouter parce qu'il va y avoir beaucoup de valeur. Donc, merci de faire ce que tu fais au service de la motivation et de l'engagement parce que c'est d'une immense qualité. Vraiment, merci beaucoup. Et écoute, voilà, donc 19h31, il faut qu'on arrête maintenant. On aurait pu continuer, Nico, mais toi, tu as le décalage horaire. Et là, il ne faut pas que tu t'endormes maintenant. Non, allez, là, je m'endors trop tôt. Merci, je vois Céline, merci Olivier, merci Mathilde, merci Armel. Je ne remercie pas tout le monde. Mathilde qui est toujours là. Olivier, je l'ai dit, Armel, voilà, Dominique d'ailleurs qui sera dans ce sommet à la fin de l'année. Dominique, je te salue, ce sera un plaisir aussi de t'avoir là pendant à chaque fois 1 heure. Messieurs, dames, comment vous dire? Il faut qu'on arrête maintenant. Allez, bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Merci Nico. Bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt. De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible.